makes me the winner. Coucou les assoiffés de sang fictif, comment ça va en ce beau mois d'octobre, spécial Halloween comme on vous l'avait promis l'année dernière. Et oui, souvenez-vous, l'an dernier, la fin d'Halloween, la version de Rob Zombie se finissait sur une interrogation. Quid de Michael? Il est mort ou il est pas mort? Et je vous avais donné rendez-vous. Et maintenant, l'heure de parler de la suite a sonné. Alors autant dans l'ensemble le premier opus avait beaucoup plu, autant le second n'a pas suscité l'enthousiasme du premier. Principalement parce qu'on a reproché à l'ami zombie d'être trop parti dans un délire, et accessoirement d'avoir voulu mettre sa femme encore une fois en avant, même si son personnage est mort. En gros, on lui a reproché d'avoir tué l'esprit d'Halloween, je suis pas d'accord. Et c'est pas parce que je suis fan du mec et que je suis pas toujours objective, quoique je sais être critique avec 31, mais en fait, je pense que la lecture d'Halloween 2, elle devrait se faire comme suit. Pour moi, Laurie et Michael, ils sont morts. Ils sont bel et bien canés dès la fin du 1 ou le départ du 2. Il y a un tas de preuves à ma théorie, enfin il me semble, et je vais tenter de vous les montrer tout au long du résumé. Et si on accepte cette lecture, l'esthétique choisie par Rob, vous allez voir toutes ces images, what the fuck, c'est très onirique, mais en même temps, c'est vrai qu'on se croirait dans un clip de zombies. Cette esthétique, elle prend tout son sens. Si on accepte la lecture que je vais vous proposer, et donc on n'est pas juste devant de la branlette artistique, loin s'en faut. Je vais pas m'étaler sur le casting qui reste le même, mais il y a deux autres égéries de zombies qui ont rejoint la fête. On a Richard Brake qui a joué dans 31 et dans Free From Hell, et vous avez aussi Jeff Daniel Phillips qui a aussi joué dans 31, dans Free From Hell et également dans Lord of Salem. Quant aux news zombiesques, Rob est en train de nous préparer un reboot de The Monsters, une série des années 60, wait and see. Comme dans le premier volet, il existe deux versions, et comme la dernière fois, je vais me pencher sur la Director's Cut parce qu'elle est plus intéressante et plus longue pour encore plus de plaisir. Et on est let's go! Chinese, Japanese, dirty knees, look at this. Le film s'ouvre sur une définition du cheval, une définition psychanalytique. Moi j'ai envie de dire... le cheval déjà c'est un animal psychopompe. Je sais qui suit la psychopompe, regarde toi-même la définition. Et donc juste après on a un petit souvenir de quand Michael a été interné à l'hôpital psychiatrique. Sa maman vient le voir, un jour elle lui offre un cheval, et puis il lui dit qu'il avait rêvé d'elle, et qu'elle était avec un cheval blanc. You were dressed in all white, like a ghost. On reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Rappelez-vous, Laurie avait passé par la fenêtre avec son frangin et elle avait l'arme du docteur Loomis. Elle a tiré une fois, deux fois et la troisième fois, le coup est parti, devant normalement éclater la gueule de Michael Myers. On est bien d'accord. Laurie, elle est gravement blessée, elle est en PLS et elle erre dans les rues d'Haddonfield. On dirait grave des anges qui chuchotent, non? Qui chantonnent. Puis j'en jurerais pas, mais j'ai l'impression qu'ils murmurent Angel. C'est pas seulement à cause de ça, c'est parce que le vrai nom de Laurie, on l'apprendra plus tard, c'est Angel. Là-dessus, t'as le shérif Brackett qui arrive, elle lui dit qu'elle a refroidi le méchant. Direction l'hosto, où elle pète complètement les plombs, elle comprend pas où elle est, et c'est rigolo, parce que le docteur va lui adresser une seule fois la parole, tout au long de cette scène, c'est comme si personne ne l'entendait. Et surtout la question... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Pendant ce temps, dans la vieille maison Myers, on s'active à embarquer Loomis, qui est mal en point, et puis Michael qui est supposé donc avoir la gueule en bouille. Retour à l'hosto, où t'as Laurie qui se fait rafistoler, et il y a du taf. Michael Myers s'est déclaré mort, et donc t'as deux employés de la morgue qui font la route avec le cadavre. Du coup, les cons, ils regardent pas la route, donc forcément, ils rentrent dans une vache qui squatte en plein milieu. Il y en a un qui finit avec la gueule en bouillie, et l'autre qui bug à mort. Attends, il va t'aider. Et là, je trouve ça trop cool. Il le décapite, mais pas à la traditionnelle. Il y va comme si c'était un steak. Michael a une vision. Sa mère morte. Comme dans son rêve de gosse, elle est avec le cheval. Le cheval, c'est génial. De son côté, Laurie, elle se réveille sur fond de...
En plus, c'est une chanson qui est sortie d'un autre âge. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est Rob, hein, il met toujours des chansons old school. Ouais, mais quand même, hein. C'est qui cette vieille qui dort à son chevet? C'est chelou, non? Laurie se traîne jusque dans la chambre de sa besta, Annie, la fille du shérif Brackett. Hein. Cette fille est tellement belle que même les cicatrices, ça change rien à sa beauté. Là-dessus, t'as l'infirmière qui arrive et puis qui dit à Laurie, bon, faut aller se coucher. Elle l'accompagne jusque dans la chambre et puis elle l'abandonne à mi-chemin. Immanquablement, Laurie se sent mal. Elle retourne à la réception, on revoit l'infirmière, c'est peut-être un petit peu trop fendu la poire. Mais c'est pas fini. Michael fait son apparition et il te la soigne façon perforatrice. Et c'est parti pour la traditionnelle course-poursuite frangin-frangine. En chemin, elle tombe sur un charnier. C'est pas très réaliste ça, hein. Ça ressemblerait pas à quelques visions infernales par hasard? Et elle va dehors, elle va voir le gardien. Donc il va chercher la voiture. Elle finit jamais cette putain de chanson. Buddy revient et Michael se la joue. Myers casse la baraque, applique son punish à sa petite sœur et pouf, c'était qu'un rêve. Avant d'aller plus loin, donc je disais que ma théorie c'est qu'ils sont morts dès le début et en fait tout le long du film pour moi c'est un chemin. C'est un petit peu comme s'ils étaient dans l'entre-deux-mondes ou vision chrétienne s'ils étaient au purgatoire et il y a des trucs à faire avant de vraiment passer de l'autre côté. C'est de ce postulat que je pars. Donc, en réalité, on est 2 ans après les événements. Laurie est officiellement devenue une tox en toute légalité et avec des cheveux dégueulasses. Elle habite avec Annie, chez le père, hein, le shérif Brackett. Et il faut dire qu'entre les deux copines, c'est devenu tendu du slibard. Annie, elle gère mieux les choses que Laurie. Laurie, elle l'accuse de pas la comprendre. D'ailleurs, elle accuse aussi sa psy de pas la comprendre. Et sinon, qu'est-ce qu'il est devenu, ce bon vieux docteur Loomis? En gros, c'est devenu un gros fils de pute perverti par le pognon et les avantages de la notoriété. Il a repris les tours et les conférences. On apprend un truc intéressant pendant une des conférences. Le corps de Michael, il a jamais été retrouvé. Laurie, elle bosse dans une boutique de livres, disques, j'en sais rien. Elle s'est fait 2 nouvelles copines. C'est l'heure pour Michael de s'éveiller, ou plutôt de partir en mission. Ça fait 2 ans qu'il joue les SDF, le mec. Michael est convoqué par sa mère. Halloween is coming. You have to get ready. Michael il squatte une grange et le souci c'est que la fille du proprio du domaine l'a vu. Donc elle le balance à son vieux. Ils y vont avec un autre gars et un clébard. Hein. Nos petits rednecks, ils chassent Michael à coups de barre de fer et de bois. Ils pensent l'avoir eu mais... Le cycle reprend, mort de rigole. Je sais pas si c'est délibéré ou si c'est parce qu'il est trop grand. C'est quoi ça? Ça vous rappelle pas une certaine mort d'un certain comtesse, les assoiffés? Une fois qu'il a fait ça, il empale le père, puis il revient vers le second pour le poignarder. La fille, elle est pas en reste et elle se retrouve, elle aussi, épinglée au sol. Quant au chien... Et justement, la pizza est arrivée. I need some pizza, 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 pizza. Every time I want that pizza, 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 pizza. I go to David's Pizza. Michael a à nouveau une vision de sa mère, cette fois-ci en costume funèbre. On le voit à l'état de squelette. Après, il y a un dîner de citrouille et c'est Laurie qui sert de plat. Ils sont tous les deux vraiment en train de se battre contre les ténèbres pour passer d'un côté ou de l'autre. Sur ce, Michael arrive en ville. Loomis lui-même arrive parce qu'il va persister dans la fils de puterie et rameuter les journalistes pour une visite guidée de la maison Myers. Bad taste, bad taste. God, it's business, woman! Bah écoute, Jesus is watching you. La descente aux enfers continue pour Laurie, elle file sérieusement un mauvais coton. Elle se voit reproduisant les mêmes gestes que son frère quand il était petit. Et sa victime, c'est qui? Je vous le donne en 1000. Eh ouais, il y a un passage où elle est comme possédée, je pense que c'est par la mère. Elle veut qu'il la rejoigne dans la mort. Seulement, Annie, c'est l'attache la plus forte à la vie pour Laurie. Tant que Annie est vivante, il y a un truc qui empêchera Laurie de passer de l'autre côté, c'est clair. Et Laurie, elle s'affaiblit. Et elle cherche à s'affaiblir encore plus. Look, I need you to get your magic pen and your magic piece of paper, and I need you to write me up a prescription, please. Et comme elle a pas ce qu'elle veut, elle envoie chier sa psy. Fuck you and fuck this. Bon du coup, automédication oblige, Meet my new best friend. Et là, elle devient carrément odieuse avec Annie qui se laisse pas faire. Vous voyez, la fissure, elle s'agrandit encore un petit peu plus.
Oh putain, ce rad existe encore. Et ouais, vous savez ce que ça augure. Obligé, Michael, il va faire fermer la boîte définitivement. On retrouve notre ami Jeff Daniel, qui joue le rôle du videur. Hey, take out the trash, Howard! Pardon, les boueurs. Dehors, il tombe sur un Myers qui veut pas dégager, et qui lui applique un choc slam et qui lui défonce la gueule. Littéralement. Oh, maman, tu te souviens du bon vieux temps? Pendant ce temps, le boss du rat veut faire un petit roleplay avec sa maîtresse du moment, mais Myers l'interrompt. Le boss fait péter un flingue, mais oh. La stripteaseuse se barre et elle s'éclate comme une connasse contre le mur. C'est tellement ridicule cette scène. Attendez, mademoiselle, il est à vous tout de suite, le Myers. Le temps de corriger le portrait du boss, lui pète le bras et j'ai pas trop capté comment il est mort. Retour à la stripteaseuse, Michael l'éclate à plusieurs reprises contre une glace. Il y a le même type de scène dans une série qui est encore mieux. Laquelle, mes petits assoiffés? Le lendemain, Brackett, il est en train de bouquiner le dernier torchon de Loomis. Ça y est, c'est sorti. Eh bah ouais, pour Halloween, hein, normal. Il est allé encore plus loin dans la chiennerie. Il a tout balancé. Et ça devait rester secret que Laurie était une Myers. Laurie tombe sur le bouquin et l'achète, évidemment. Pour Loomis, les affaires roulent plutôt bien. Il est en séance de dédicace. Ça fout les chocs au boulot Myers. Pas qu'à eux, en fait. Le père de Linda, une des victimes, il est venu régler des comptes. Laurie découvre la vérité, elle part en couille, elle retourne à la maison pour en ressortir aussi sec, avec un beau message pour Brackett. Tell him that Angel doesn't fuck you! Brackett, il flaire la merde de son côté, il ordonne à un de ses hommes d'aller garder sa fille. Laurie arrive chez une de ses potes, il y a l'autre qui vient. I'm a chick dressing up as a dude who wants to be a chick. Très progressiste tout ça. C'est l'heure de la tournée des petits fous. Are you a giant? Can we be friends? J'adore cette scène. Le gamin, on dirait qu'il est sous coke. Et à mon avis, ce sont les bonbons, ça doit certainement leur procurer le même effet aux gosses, je sais pas. En tout cas, Laurie, après quelques verres et beaucoup de désespoir, elle veut faire la fête. Et voilà le trio parti en mode Rocky Horror. Pendant ce temps, Annie chie dans les bottes du pauvre flic, qui est juste là pour faire son job, et elle me fait trop rire. Hey, Annie, I just do what the boss tells me. Well, I'm the boss of the boss. The fuck are you gonna do, jackhole? You'll find out. I'm shaking in my boots. Tu m'étonnes, je veux dire, en même temps, la meuf, elle a survécu à des putains d'attaques de Michael Myers, c'est pas le pauvre petit flicaillon là qui a genre 50 ans qui va lui faire peur. La meuf travestie s'emballe un mec qui est d'abord sceptique, hein. You are a chick though, right? Il l'embarque dans son pussy wagon, enfin, c'est ce qu'elle aurait voulu que ce soit. Elle le secoue un petit peu, hein, et il doit aller pisser. Le boulet, quoi. Myers le plante en plein pipi, et puis après, il va s'occuper de la donzelle. Au même moment, Loomis regarde son récent désastre TV. Are we talking about the Austin Powers, Mike Myers? Tandis que Laurie se tape un gros bad. Retour chez Annie, dont le garde ne tarde pas à se faire avoir. Annie va à la salle de bain où Michael l'attend. Là, elle va passer un très mauvais moment. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur son statut. D'où un certain travail autour de sa mort, hein, le ralenti... Et attendez, le reste arrive, car sur ce rentre Laurie et sa copine. Laurie remonte la piste d'Annie, pendant que nous on remonte le temps, et on a un aperçu du massacre. Laurie trouve Annie presque morte et sa pote redescend appeler les flics. Elle sait plus où l'autre elle habite et tout, et elle se fait choper quand elle sort pour aller voir le numéro de la baraque. Myers la poignarde plusieurs fois. Le shérif est prévenu de l'appel et Annie meurt plusieurs minutes après. Laurie se barre. Brackett découvre les restes de sa fille. Et là c'est très cool. Pour cette version-là, Harris a prêté des vidéos personnelles. C'est brisqueur. Laurie continue de cavaler et atteint la route. Un gars s'arrête pour la secourir et mes petits assoiffés, je suis certaine que vous le connaissez. Il la fait monter dans sa caisse, lui il passe par la vitre. Ensuite Myers fait faire des roulades à la bagnole et ça calme bien Laurie pour de bon parce que putain elle gueulait quand même depuis un moment. Et on est let's go pour rentrer à la baraque. Un flic annonce la dernière victime au shérif qui veut se faire un plaisir d'en découdre une bonne fois pour toutes avec le tueur. Là ce qui se passe dans la grange c'est complètement fantasmagorique, faut le dire. T'as le petit Michael qui retient sa sœur pendant que mère lui réclame les mots magiques. Repeat after me. I love you, mommy. 22, v'là les flics! Et Loomis dans sa chambre d'hôtel, il entend ce qui se passe à la radio. Il est reçu comme il se doit par Brackett, il veut soudain se racheter une conduite. Brackett, il a juste envie de commettre une bavure, mais bon, ça va, il se reprend, et puis il le chasse. Loomis, il dit nique la police, et il entre dans la grange. Là, il essaye de négocier, mais ce qui se passe... Ça dépasse l'entendement! Et c'est là que les deux versions vont vraiment diverger. Michael et Loomis, ils passent par le mur. Michael, il lâche une parole.
La première, depuis perpète, la dernière, et il éventre Loomis. La voie est libre, les flics le shootent, et maintenant c'est Laurie qui sort et qui s'empare du poignard XXL de Frangin. Certainement pour finir son boulot. On compte Loomis dans les morts ou pas? Parce que je sais pas. Elle a pas le temps de faire un geste, elle se fait shooter à son tour. Ensuite, on a un long couloir blanc. Laurie, qui est à l'autre bout, en mode blafard de ouf. Et sa mère arrive avec le cheval pour l'embarquer définitivement de l'autre côté, maintenant qu'ils sont tous réunis. Et le film se termine avec une bonne partie du CV de Michael. Je décerne la machette de la classe à la décapitation façon steak de bœuf de Richard Brake. Franchement, elle est vraiment trop cool quoi. Mais t'imagines le genre, t'as un couteau qui a pas de dents, puis t'as le steak qui est bien sec et tout, et t'essayes de couper dedans, ça donne une putain de boucherie. Bon bah c'est un peu le même résultat. Le katana de l'espoir, c'est difficile quand même, parce que franchement il y a pas mal de morts classe. Mais je dirais la stripteaseuse claquée contre le miroir. Déjà, comme elle se ramasse juste avant, n'importe quoi. Je trouve en plus qu'elle a un côté très symbolique, parce que là, il va tuer définitivement, symboliquement, cette vilaine image que se traînait sa mère, finalement. Et qu'elle continue de se traîner, vous l'avez vu sur l'affiche, quoi. Et ça fait peut-être partie de son chemin de croix, d'affranchir aussi sa maman, je ne sais pas. Enfin, le couteau à beurre de la honte va revenir à la mort du loup-garou, parce que, bon, franchement, c'est un meurtre un petit peu mou du genou. Ok, le mec, c'est un gringalet, mais voilà, quoi. En tout cas, c'est un film qui est avant tout un drame, je trouve, qui est d'une tristesse et d'une noirceur, surtout dans le numéro 2. Si vous me croyez toujours pas et si vous pensez que je divague, allez écouter la chanson que Rob Zombie a écrite exprès, qui s'appelle sobrement Michael. Les paroles sont vraiment très explicites. Et voilà, on va s'arrêter là, et je vais laisser la place à mon ami McCoy, qui va, quant à lui, vous parler d'un truc quand même vachement plus léger, et ça va faire du bien. Bonjour et bienvenue dans Movie Death Contest pour ce numéro spécial Halloween, volume 2. On essaie de varier les plaisirs, mais Halloween pour le cinéma d'horreur, c'est sacré. Crazy Cathy a dû vous faire la suite du Halloween de zombies, pour être cohérente avec l'année dernière. En ce qui me concerne, je ne peux pas faire de même avec Trick or Treat, car il n'y a pas encore eu de suite au cinéma. Mais pour ceux que ça intéresse, il existe une séquelle en comics qui n'est pas mal du tout. Et maintenant, suivez-moi au Hellfest! Oui, bon, on y a tous pensé, mais je ne parlais pas du plus grand festival de métal européen, mais du film en 2 mots de Gregory Plotkin, réalisé en 2018. À ne pas confondre avec Bloodfest, sorti la même année. Plotkin est avant tout un monteur, avec une grosse carrière, ayant travaillé sur des films comme La Recrue, Pleasantville, Mission Évasion, ou des films de la saga Paranormal Activity, dont il a réalisé également le 5e volet, The Ghost Dimension. Parlons maintenant du pitch du film qui nous intéresse aujourd'hui. Pendant Halloween, Nathalie, Brooke, Taylor, Quinn, Asher et Gavin ont pour projet de se rendre au Hellfest. Oui, il y aura ce riff à chaque fois que je nommerai le film. On est métalleux ou on l'est pas. Ce lieu prisé est une sorte de foire de la peur, où l'on trouve tout un tas d'attractions, telles que des trains fantômes, des labyrinthes, des maisons hantées et tutti quanti. Un petit shoot d'adrénaline, histoire de se foutre les miquettes entre copains. Ce que nos jeunes ados en rue ignorent, c'est qu'un vrai tueur masqué se trouve parmi les festivaliers, et s'intéresse tout particulièrement à Nathalie et à sa clique. Évidemment, dans ce contexte, le tueur passe tranquillement inaperçu, puisque tout le monde est déguisé et s'amuse à se faire peur. Quand le groupe d'amis se rend compte que le psychopathe en a après eux, ils essayent même de se plaindre aux gars de la sécurité, qui s'en cognent, en prétextant que les jeunes ont exactement ce qu'ils sont venus chercher au Hellfest. Et on peut le comprendre, on va pas se plaindre d'être mouillé à Aquasplash, ni d'avoir chopé une chaude pisse à Bangkok, ou encore de vomir à l'Oktoberfest. C'est un peu le but du jeu. Le tueur peut donc agir impunément, et il se fait bien plaisir. Surtout que certains des employés portent le même masque, ce qui ne facilite pas les choses. Bon alors, disons-le tout de suite, Hellfest n'est pas un grand film. La caractérisation est bâclée et la réalisation a des airs de téléfilm fauché. Mais les décors, l'atmosphère générale, le concept en lui-même, quelques morts graphiques et une scène finale à glacer le sang suffisent largement à rendre Hellfest distrayant. De toute façon, chaque film que je chronique a des qualités à mes yeux. Je ne parlerai jamais d'un film que je n'ai pas aimé, c'est contre-productif. Je n'ai pas le monopole du bon goût, loin de là, mais je fais le maximum pour vous trouver des films sympas à un peu passer sous le radar. Et ce Hellfest
ne fait pas exception à la règle. Les actrices de ce petit jeu de massacre sont Amy Forsyth, qu'on a pu voir dans la seconde saison de Channel Zero, We Summon the Darkness, avec la très jolie Alexandra Daddario, dont je vous reparlerai sûrement prochainement, et le récent Coda, remake américain plutôt réussi de la famille Bélier. On y voit également Rain Edwards, du revival de MacGyver, et Bex Taylor-Klaus, vu dans The Last Witch Hunter, où elle donne la réplique à Vin Diesel, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et le mélodrame Blackbird avec Susan Sarandon, parce que ça rend mieux sur le CV. Et certains d'entre vous l'auront reconnu pour son rôle dans l'adaptation en série de Scream. Je vous aurais bien parlé des garçons, mais ils ont rien fait d'extraordinaire, alors tant pis pour eux. Mais s'il y en a un dont on a aperçu la teub dans Spartacus, Cathy vous le dira. Néanmoins, il y a un homme qui se détache du lot, et qui est venu claquer la bise en tant que faux sorcier vaudou, c'est l'ami Tony Todd, éternel Candyman, dont le remake chapeauté par Jordan Peele est sorti sur nos écrans mercredi dernier avec une bonne réputation outre-Atlantique. Donc, pour résumer, Hellfest est un slasher convenable qui vaut surtout pour sa chouette idée de faire passer l'action dans un festoche de l'horreur. C'est pas non plus nouveau, hein. Le concept est déjà utilisé dans le Funhouse de Toby Hooper ou Dark Ride. Mais bon, ce que je trouve cool, c'est que le réalisateur a fait d'une paire de couilles, en utilisant ses attractions comme ressort horrifique. Ça lui permet de faire péter des jumpscares, c'est-à-dire des sursauts, qui nous font partager l'expérience des divertissements en même temps que les protagonistes. Ça marche pas à chaque fois, mais ça permet de garder le rythme. Et au risque de me répéter, la dernière scène baigne dans une glauquitude autant jouissive que flippante. Alors si vous aimez les films d'ambiance pour Halloween, Hellfest est fait pour vous. On se quitte là-dessus et on se revoit en novembre avec un film que j'ai hâte de faire découvrir aux néophytes. Et non, c'est pas vorace, pour ceux qui me connaissent. À bientôt! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous en voulez plus, rendez-vous sur la page d'accueil de ce blog pour regarder nos autres émissions et nous faire un coucou dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre page Facebook, grâce à laquelle, entre autres publications, vous trouverez tous les débuts de mois le lien direct de chaque nouveau numéro. Merci pour votre fidélité et on vous fait des bisous.